Salut à toutes les trailers et salut à tous les trailers. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce type d'épisode et je sais qu'ils sont très plébiscités, et notamment le sujet dont nous allons parler aujourd'hui qui est l'affûtage. Et nous allons voir avec notre invité les intérêts de l'affûtage, que se passe-t-il pendant cette période juste avant la compétition, quelles sont les raisons qui doivent nous pousser absolument à effectuer cette période-là. Et nous allons parler de ce sujet avec Guillaume Millet. Il est physiologiste du sport, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, et il a publié de nombreux ouvrages sur l'endurance, l'ultra-endurance et notamment le fameux Ultra Trail Plaisir, Performance et Santé qui aura une nouvelle édition très prochainement avec tout un tas de nouvelles mises à jour, car ce livre qui faisait référence est sorti en 2012 et donc il a souhaité le remettre au goût du jour. Nous avons été accompagnés également dans cet épisode par Ivan Illich, qui est un fidèle Patreon depuis quelques mois déjà et qui va nous parler de son expérience d'affûtage avant son Lavaredo. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation sur l'affûtage avec Guillaume Millet et Ivan Illich. Salut Monsieur Millet, salut Ivan Illich, comment allez-vous ? Moi ça va, Ivan je sais pas, mais moi ça va bien. Bah ça va aussi. Donc, Alors Ivan a la particularité, dans un premier temps, je te présente Ivan Illich, qui est, il a plusieurs particularités. Il est ancien handballeur professionnel et il vient de terminer le Lavaredo là il y a quelques jours, et il est un soutien fidèle Patreon, et donc je le remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter, même si je viens de le faire, en quelques mots, Ivan? Ouais, bah, tu sais que c'est ma partie préférée, hein. Le fait de me présenter, tu sais que j'adore à chaque fois. Bah, Ivan Illich, donc 39 ans. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, ancien handballeur pro. Donc, je suis né en Serbie. Je suis venu en France, justement grâce au hand. Et du coup, j'ai mis j'ai fini ma carrière, c'était en 2016, si je me souviens bien. Et on va dire que j'ai basculé sur le trail. On va dire 3 dernières années, je suis plutôt dans le trail vélo. Et voilà, en gros, la petite présentation. Super. Et dans quel club tu jouais ? Je suis venu, j'ai joué 4 ans et demi à Valence dans la Drôme, et ensuite je suis descendu dans le sud et j'ai fini ma carrière. J'ai fait 5 ans à l'AS Monaco. Et voilà. Attention, tu viens de dire que la Drôme c'était pas le sud, donc attention, il y en a qui vont se vexer. Ils se considèrent malgré tout comme sudistes. Merci beaucoup Ivan pour la présentation, c'est cool. Donc, sujet aujourd'hui, l'affûtage. La période d'affûtage, c'est un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises, notamment par toi, Ivan, puisque tu viens d'y passer. Donc, sujet hyper important qui est la période pré-compétitive, de manière générale. Et puis, qui de mieux pour parler de ce sujet que Monsieur Guillaume Millet, qui d'ailleurs est, Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre actualité depuis votre dernier passage dans le podcast ? Oui, je peux faire ça. Alors, je me souviens plus exactement quand est-ce qu'on a eu le plaisir de discuter la dernière fois, mais une petite année. Peu importe. En actualité, j'ai remis à jour et relancé en fait un nouveau site internet. Enfin, c'est plus que remis à jour, c'est complètement relancé un nouveau site internet. C'est toujours le même nom d'URL, hein, c'est kinésiologie, comme kinésiologie, mais GUI, comme Guillaume, bien sûr, .com. Donc là, il est maintenant en français. Alors qu'il était qu'en anglais. Peut-être que certains auditeurs seront contents de pouvoir lire du français. Donc j'ai une partie blog maintenant, donc là aussi en français et en anglais. Donc j'ai remis à jour. Donc il y aura pas mal d'actualités sur le trail, pas mal de choses sur le trail, ça sur les derniers podcasts, notamment le dernier que j'avais fait pour vous, et d'autres bien sûr, des vidéos, des articles scientifiques. Donc ces derniers mois, on a quand même publié pas mal sur le trail. Donc, si les gens sont intéressés par les aspects scientifiques, ils peuvent trouver aussi des références sur mon site.
On a, alors ça sera un peu tard, mais ils seront visibles en replay. On a organisé 2 webinaires sur la montée et la descente, donc en trail running. Donc ils seront aussi disponibles sur mon site internet et sur YouTube. Et puis ma grosse actualité à venir, qui est pas encore une actualité, mais qui va bientôt l'être, c'est la réédition de mon livre Ultra Trail, plaisir, performance et santé. Tout à fait. C'est un livre qui avait bien marché. J'en ai vendu, je sais plus combien, 11 ou 12 000. Mais il date d'il y a 10 ans. Donc, forcément, en 10 ans, comme vous pouvez vous en douter, les choses ont pas mal changé. Et donc, dans les nouveautés, si je peux prendre 2 minutes pour expliquer ça, tout à fait. Il va y avoir pas mal de choses. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est un nouveau livre. C'est même pas une deuxième édition. Alors bien sûr que c'est une deuxième édition et qu'il va y avoir des choses de la première, mais quand même. Donc il y a 10 ans de bibliographie. Donc on était à 350 articles cités. Là, on est à plus de 700, 600 dans le livre et 100 sur le site internet qui va être adossé au livre. L'intérêt du site internet, c'est de permettre d'avoir des contenus supplémentaires sans que le livre soit trop dense, parce que c'est la critique principale qui avait été faite à la première édition, c'est que le livre était quand même très dense et qu'il fallait, j'ai voulu mettre beaucoup de choses, peut-être un peu au chausse-pied. Et donc là, on a fait une mise en page qui est beaucoup plus agréable à lire et on est en train de finir mon éditeur est en train de finir le maquettage et les premières épreuves que j'ai vues sont assez sympas. Donc, j'espère que ça plaira aux lecteurs. Donc, pas mal de choses sur la science, pas mal de choses également de terrain, de nombreuses interviews. Donc, j'ai eu le plaisir de discuter longuement avec Christophe Mallardet, avec Patrick Bringer, avec Camille Bruyas, Marion Delpierre, Blandine Hirondelle, Jean-Michel Fort-Vincent, Xavier Telnor et j'en oublie sûrement plein. Et puis des nouveaux collaborateurs également, donc des collègues médecins, nutritionnistes comme Samuel Marafi, Anthony Bertou, et puis mes étudiants, doctorants en master qui ont aussi contribué. Donc voilà, pas mal de choses. Je vais juste citer Nicolas Bouscaren, Fred Sabater et Thibaut Besson. Je peux pas citer tout le monde, mais voilà, donc pas mal de choses nouvelles. J'espère que ça plaira aux trailers. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis 2012 là dans cet ouvrage? Il y a vraiment une nette évolution dans l'approche par rapport à ce livre? Il n'y a pas énormément de choses où je me suis dit quand même t'as quand même raconté des grosses âneries il y a 10 ans. C'est déjà la bonne nouvelle. Donc il y a des choses nouvelles, notamment scientifiquement bien sûr, mais aussi à travers les nouvelles interviews et à travers les coachs, etc. Donc il y a pas mal de choses avec des anecdotes de terrain et puis d'expériences sur la pratique. En fait, il y a quand même des choses qui ont changé. Puis peut-être que si je les avais interviewés il y a 10 ans, ils auraient pas eu les mêmes réponses. Bon, en tout cas, ils n'étaient pas interviewés à l'époque. Notamment sur l'affûtage, par exemple. On va parler tout à l'heure d'une approche de Patrick Bringer qui est un coach que vous connaissez sûrement, qui était un athlète d'élite et coach de plusieurs athlètes d'élite. Tout à fait. Qui est une approche assez intéressante, qui est pas celle que j'avais mis initialement dans mon livre. Du coup, j'ai présenté je veux pas dire qu'il a raison ou que moi j'ai raison, c'est des approches un peu différentes, donc on aura l'occasion d'en parler puisque c'est sur l'affûtage. Puis il y a des choses nouvelles quand même sur, par exemple, des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans, c'était du type training your gut. Donc ça, c'est faut entraîner vos intestins à essayer d'avoir des apports assez massifs à l'entraînement, des apports énergétiques importants et qu'on peut améliorer ça. Moi, ça fait partie des choses des rares choses. J'ai en tout cas la réflexion que je me fais, c'est des rares choses où là j'avais, je pense, faux et là je suis revenu sur parce que je disais tout à fait l'inverse. Je disais que le système digestif était pas entraînable et apparemment il l'est. Donc voilà, il y a quand même des choses, mais dans l'ensemble pas tant de choses dont j'ai honte, on va dire. En tout cas, moi, je l'ai lu ce livre. C'est la première version. Et ce que j'adore, alors, mis à part toutes les informations scientifiques et toutes les infos que vous donnez, c'est l'approche très avec un humour très décalé. Ça me fait rire. Et notamment, ce que je retiens, c'est une anecdote sur un jeune espoir catalan dans un bus où vous aviez dit apparemment qu'il gagnerait jamais l'UTMB lors de sa première édition parce qu'il était parti trop fort. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'était une interprétation qu'avait faite un journaliste de Zatopek, qui est un ami, Olivier, mais sur la base de ce que je lui avais dit. Donc je l'ai pas dit directement, mais indirectement, c'est quand même de ma faute, effectivement, où en fait, j'avais dit, quand on n'a pas d'expérience, quand on est jeune, on peut pas gagner l'UTMB.
Sauf que c'était, comme tout le monde le sait, j'avais pas tout à fait tort quand même, puisqu'il était jeune, mais il avait l'expérience déjà à l'époque, à 20 ans. Il avait déjà l'expérience musculairement de quelqu'un de 30 ans. Et ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup, je vous coupe, excusez-moi, dans votre approche, c'est que vous êtes très détendu et très humble sur tous ces aspects-là, et ça, c'est tout à votre honneur. Il manquerait plus qu'on soit prétentieux en plus, mais non, évidemment qu'on est détendu. Ouais, il faut. Si on commence à se prendre à sérieux en parlant de trail, bon, c'est qu'il y a un problème quand même. Où est-ce qu'on pourra retrouver et quand est-ce qu'on pourra retrouver précisément cet ouvrage en précommande, par quel moyen? Alors en précommande, j'espère très bientôt sur le site Outdoor Edition. Outdoor Edition. Que tout le monde connaît, c'est l'éditeur de trail endurance, etc. Et puis quand est-ce sa date de sortie exacte, elle n'est pas connue encore, mais je croise les doigts pour que ça. Bon, dans tous les cas, ça sera avant l'UTMB, ça c'est sûr. Et je croise les doigts pour que ce soit quand même fin juillet, début août. Mais donc on a fini les maquettes, mais il reste encore un peu de boulot sur le site. Il reste à finaliser la relecture, tout ça, ça prend du temps. Puis après l'impression, bien sûr. Donc ça prend. C'est pas tout de suite, mais avant l'UTMB, il y sera pour l'UTMB, c'est certain. Bon, ceux qui écoutent l'épisode, on est le 6 juillet, donc ça aura un petit mois et demi, on va dire, donc c'est assez, ça va sortir très prochainement. Merci Guillaume en tout cas. Merci de m'avoir donné l'occasion de présenter ça. Il y a aucun problème. Ivan, de ton côté, pourquoi tu as souhaité, de ton point de vue, aborder le sujet de l'affûtage? Ouais. Ben, je pense, avec déjà, on va dire le passé sportif que j'avais et l'expérience, enfin, avec une discipline qui est complètement différente que le trail running, d'autant plus ultra trail. Disons que c'est un aspect que je découvrais petit à petit, et en même temps c'est un aspect où tout simplement une période que j'appréciais pas tellement, et je pense que tu le sais plus ou moins, enfin tu connais les raisons. Et bon, cette année forcément j'ai quelqu'un qui me suit, j'ai un entraîneur et tout. Mais néanmoins, ça reste quand même une période où si je peux dire, voilà, que je me sens pas vraiment à l'aise. C'est plus des sensations désagréables avant la compétition. Même physique, c'est pas vraiment qu'il y a de l'adrénaline, qu'on est nerveux avant la compétition, mais c'est surtout, je pense, cette baisse de charge, le fait qu'on s'entraîne moins. Et j'ai l'impression que quelle que soit la distance, que ça me convient pas, et à chaque fois j'ai l'impression, est-ce qu'il faut faire plus, est-ce qu'il faut faire moins? Enfin, je pense comme tout le monde qui se demande, et comment il faut le faire. Voilà. Très bien. Donc là, c'est un bon questionnement. Parce que si j'ai bien compris, une remise en cause de l'affûtage, de la période d'affûtage dont on va parler, mais c'est ça l'idée, quoi. Est-ce que réellement, la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que réellement il faut faire un affûtage? Est-ce que ça va jusque là ou? Je pense que je me suis rendu compte qu'il faut le faire, d'autant plus là, comme Nicolas dit, donc là j'ai fait la varée d'eau, et puis alors, est-ce que c'est vraiment grâce à l'affûtage que j'avais effectué et qui était vraiment bien fait, que j'avais fait quand même une belle course? Je peux pas le dire. Il faut vraiment l'analyser. Mais je pense que mine de rien, en analysant un petit peu tous ces aspects derrière, que finalement, oui, je me rends compte que il faut le faire. Mais en fait, à chaque fois, j'avais beaucoup de questions sur justement cette période. Comment il faut le faire, et est-ce qu'il faut soit en faire trop, soit faire rien, et finalement arriver le jour J limite désentraîné. Moi j'avais surtout cette sensation de désentraînement en fait le jour J. Ouais. Alors, on va parler justement de ça dans un premier temps. Guillaume, si vous voulez bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce fameux, justement, phénomène de surcompensation lié à un repos suite à un entraînement? Ouais, alors, il y a plusieurs choses et qui dépendent un petit peu des sports. Donc, nous, on va rester un peu dans le trail running, et dans l'ultra trail.
parce qu'il y a des choses qui sont quand même spécifiques à cette discipline. Mais d'une façon générale, le principe de l'entraînement, la surcompensation fait partie, bien sûr, de l'entraînement. Enfin, c'est le principe clé même de l'entraînement, on peut appeler ça aussi le principe de l'alternance. Et alors, l'alternance, c'est plus large que l'alternance phase d'entraînement et phase de récupération, mais c'est quand même, quand on parle d'alternance, c'est surtout de ça dont on parle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on s'entraîne, effectivement, on va avoir des modifications dans l'organisme qui peuvent être assez diverses. Ça peut être effectivement, on va accumuler de la fatigue, on va accumuler des dommages musculaires, on va se taper dans ses stocks énergétiques et notamment de glycogène, etc. Et derrière, l'idée, c'est quand on se met un petit peu dans le dur, et je parle évidemment en termes un peu triviaux, mais l'idée, c'est déjà, ça peut pas continuer tout le temps comme ça, et il faut se donner la peine de s'arrêter pour que l'organisme puisse revenir à un moment donné à son niveau de départ. Et la surcompensation, c'est justement qu'il ne revient pas à son niveau de départ, il revient à un niveau supérieur. Et après, il faudrait rentrer, on peut le faire à travers quelques exemples, dans chacune des qualités. Par exemple, si je prends le stock de glycogène, effectivement, si on pioche dans son stock de glycogène, après, quand on est très désentraîné, ça, c'est significatif. Quand on est entraîné, ça l'est évidemment moins. Mais globalement, on va remonter non pas à un niveau initial, mais on va remonter un petit peu plus haut. Donc, on va surcompenser son stock de glycogène. La même chose au niveau des dommages musculaires. Si je fais des grosses séances, par exemple, si je fais un week-end choc, donc 3 jours de suite avec beaucoup de dénivelé, notamment négatif, je vais bien sûr avoir des dommages musculaires qui vont être importants. Et là, il faut, je crois que personne serait assez fou pour pas récupérer derrière, encore que je me méfie parce que j'ai déjà entendu à peu près tout dans ma longue expérience maintenant. Mais bon, évidemment que derrière, il faut récupérer. Et quand ces dommages musculaires, ils vont cicatriser et ils vont faire mieux que cicatriser, ils vont rendre le muscle plus fort et moins sujet à ces dommages musculaires. C'est ce qu'on appelle l'effet protecteur. Donc ça, c'est une autre sorte de surcompensation. C'est pas de la surcompensation au sens propre, mais ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire qu'on est plus fort, on est plus performant après qu'avant, à condition de se laisser de temps. Et donc, l'idée de l'entraînement, la théorie, mais ça, c'est des beaux schémas dans tous les livres d'entraînement, c'est de se dire, derrière, il faut attendre qu'on ait vraiment surcompensé, qu'on soit revenu plus haut que son niveau initial pour remettre une charge d'entraînement. Et l'idée, c'est de descendre, monter, mais toujours remonter à un niveau un petit peu plus haut. Et donc, ça, c'est la théorie. La pratique, évidemment, un petit peu plus compliquée. Et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire on est sur un fil. Comment savoir si on est en période qui nous permet de surcompenser ce qu'on vient de faire, et à contrario, est-ce qu'on n'est pas dans une période plutôt de désentraînement alors après, il faut bien sûr, s'il faut pas, pardon, je vous coupe, mais il faut pas se dire, on va attendre que chaque séance, on est surcompensé de la séance, bien évidemment. Par exemple, quand on fait des week-end shocks ou quand on fait des planifications d'un mésocycle où on va faire 3 semaines de dur et 1 semaine de récupération, là, la surcompensation, elle se fait pendant la semaine de récupération. Quand on fait un week-end shock, on va prendre également 5-7 jours de récupération. Donc, évidemment que les 3 jours de week-end shock, ça va être boum, 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 on va descendre. On va même descendre très bas avec peut-être parfois se mettre un petit peu en danger en termes de blessure en se disant est-ce que je suis pas descendu très bas. Mais donc là, c'est un peu un risque qu'on prend en se disant oui, peut-être je vais me blesser, mais c'est en même temps, si je le fais pas, je sais que je serai moins performant parce que maintenant, je crois que tout le monde a accepté l'idée que ces week-end shocks, c'est quand même un passage obligé pour le trail. Mais quelque part, c'est une prise de risque parce qu'on tape quand même pas mal dans la machine. Et voilà, donc on va pas surcompenser évidemment d'un jour à l'autre. Si on fait 10 heures d'entraînement, on comprend bien que c'est pas une nuit de sommeil qui va nous permettre donc ensuite les 10 heures d'après, on va être encore plus bas, puis encore plus bas. Et après, derrière, c'est seulement au bout d'une semaine ou peut-être plus qu'on va effectivement surcompenser à tous les niveaux. Donc, on a donné 2 exemples, mais on pourra en citer d'autres. En gros, l'idée, c'est qu'on n'est pas sur on n'est pas sur des adaptations sur un entraînement unique, mais plutôt sur des phases. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez toute la logique de toute la science de la programmation de l'entraînement.
Et la difficulté, évidemment, c'est que toutes ces qualités, donc on a cité le glycogène, on a cité les dommages musculaires et l'effet protecteur, on pourrait citer l'adaptation aérobie qui se met en place. Donc quand on va s'entraîner, on va aussi améliorer, par exemple, le volume de sang qu'on a, les capillaires musculaires, etc. Et de ces adaptations-là, quand on va s'entraîner, parce qu'on va rentrer quand même dans le cœur du sujet qui est l'affûtage, quand on va arrêter de s'entraîner, et apparemment Ivan, ça a l'air de le perturber, effectivement, on peut comprendre que ça perdure. C'est-à-dire que on se dit, j'approche de la course et je me repose, il faudrait que je m'entraîne. Non, mais en même temps, c'est un passage obligé, je pense aussi, l'affûtage. Eh bien, oui, quand on va arrêter de s'entraîner, alors c'est pas complètement arrêter de s'entraîner l'affûtage. Là aussi, on entrera un peu, on demandera peut-être à Ivan ce qu'il fait comme affûtage, parce que ça va dépendre aussi de ça. Eh bien, on va perdre en partie ces qualités-là. C'est-à-dire que les qualités de la forme physique qu'on a acquise pendant l'entraînement, on va la perdre. Ça, c'est certain. En tout cas, elle sera moins, on va pas la perdre complètement, mais elle va diminuer progressivement à partir du moment où on diminue la charge, globalement. Sauf que on va diminuer encore plus la fatigue qui est accumulée pendant l'entraînement. Et en fait, la performance, elle va dépendre de ça. C'est-à-dire notre aptitude physique, notre forme et notre niveau de fatigue. Et la science, c'est d'arriver à diminuer la forme, mais pas trop. Et donc, on verra un moyen assez simple de le faire, c'est de maintenir l'intensité de l'exercice et en même temps pas faire trop de volume pour pouvoir diminuer la fatigue générale, la fatigue globale. Et si on est assez malin et qu'on arrive à bien planifier son truc, ben c'est là où on devrait partir, être au moment du départ à cet optimum où la fatigue sera au plus bas, la forme aura diminué mais pas trop. Et donc le rapport des deux fera qu'on sera normalement au mieux de ses capacités. C'est ça en fait l'affûtage. Ivan, est-ce que tu veux réagir sur ce qui vient d'être dit? Oui. Bah, justement, je pense que c'est un petit peu comme ça finalement que je vois l'affûtage ou du moins, enfin, ce que je me suis rendu compte, on va dire les 10 derniers jours de semaine avant le Lavaredo. En fait, juste pour revenir, disons que même, voilà, c'est pas que j'arrête les entraînements complètement, ça surtout pas, mais on va dire que j'ai cette sensation que le corps s'endort pendant la période d'affûtage, même si on garde l'intensité, mais on baisse la charge. Et puis il y a toujours bizarrement des petites douleurs, des petites gênes qui apparaissent que j'arrive jamais expliquer et je me dis voilà, enfin là tu te reposes trop et c'est à cause de ça. Bref. Après, je pense que là un tout petit peu on est bien d'accord que ça a pas de sens. Ça a du sens si c'est effectivement ce que tu ressens, ça a du sens. Je dis pas que c'est pas la réalité, mais de se dire j'ai plus de douleur parce que je me repose, il n'y a pas de logique. On est bien d'accord là-dessus. Non, il n'y a pas de logique. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Je crois que c'est effectivement, tu dois pas être le seul dans ce cas-là. Si ce n'est peut-être lié à peut-être des substances produites de façon endogène par le cerveau qui font que quand on s'entraîne, on passe sur ces douleurs-là, et puis que quand on arrête, peut-être c'est ça, j'en sais rien. Je me pose la question. Est-ce que c'est pas un aspect psychologique aussi? Voilà, c'est psychologique. Pas forcément psychologique, hein, si c'est réellement des substances, des endocannabinoïdes ou des choses comme ça, ou des endorphines, peut-être qu'effectivement le fait de diminuer la charge d'entraînement fait qu'on en a moins et donc on ressent plus ces douleurs-là, c'est possible. Bah ouais, non, complètement. J'y ai pensé même à ça et je pense que c'était là la première fois justement où j'ai essayé, on va dire, de me détendre déjà psychologiquement le plus possible. Et ne pas trop réfléchir, voilà, là, tu es dans cette période d'affûtage. Et puis, ce que je peux dire, voilà, concrètement, je pense que, j'ai ressenti mine de rien, justement cette baisse de fatigue où je pense que je suis arrivé le jour J avec une fatigue, qui était, complètement diminuée pour que je puisse tenir, je sais pas, 15, 20 heures, 25 heures. Dans l'ultra, il faut quand même laisser le temps aux protéines musculaires de se reconstruire après la dernière grosse session ou le dernier week-end choc qui doit être au minimum 3 semaines et même peut-être 4 avant la course. Donc ça, c'est sûr que si on coupe pas ou si on diminue pas la charge,
donc ça, c'est un peu spécifique à l'ultra. Mais sur ce que je disais tout à l'heure sur la forme, l'aptitude versus la fatigue, c'est vrai. L'affûtage, c'est pas qu'en ultra, hein. C'est l'affûtage, il est pratiqué par tout le monde. Alors, sauf justement dans les sports où c'est pas possible, comme les sports collectifs, parce que là, il y a tellement de matchs qu'on peut pas se permettre de le faire, sinon on s'entraînerait jamais. Encore qu'il y a bien quand même un mini affûtage qui est fait la veille de la match, etc. Mais bon, c'est un peu la même idée quand même, hein, globalement, sauf que avec des cinétiques qui sont très différentes. Il y a ces histoires de glycogène dont j'en ai parlé. Puis il y a quand même l'aspect mental, effectivement, où je comprends que ça puisse perturber. Et en même temps, ça permet d'arriver aussi avec une certaine envie de dire, ouais, là, j'ai vraiment faim de course et je vais tout bouffer. Et psychologiquement, je pense que c'est important aussi pour ça l'affûtage qu'il faut pas oublier. Et je me souviens avoir discuté avec Christophe Mallardet, qui avait bien conscience de ça et de la difficulté aussi qu'avaient les athlètes, en particulier sur l'UTMB. Pourquoi? Parce que l'UTMB, c'est fin août. Et donc, du coup, on coupe en août au moment où on aurait envie d'être en montagne tout le temps. Et c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que, et c'est peut-être ça aussi, on sait qu'il y a une partie des coureurs qui sont addicts ou à tendance addictive. Alors, si en plus ils sont dans les conditions où il fait beau et ils sont à côté de la montagne, c'est sûr que c'est vraiment compliqué de ronger son frein et de pas sortir. Et pourtant, si on fait l'UTMB, ben, au mois d'août, idéalement, il faudrait pas prendre de vacances du tout, bosser pour penser à autre chose et puis se reposer physiquement. Après, pas trop bosser non plus parce que mentalement, si on a un métier qui nous sollicite trop mentalement, c'est pas terrible non plus. Mais en tout cas, physiquement, ne pas trop en faire. Et voilà, donc le piège, c'est de prendre des vacances, par exemple, 3 semaines en août avant l'UTMB. Là, c'est vraiment le piège parce que comment faire un affûtage dans ces conditions, c'est hyper compliqué. On va rentrer dans le détail de l'affûtage à proprement parler, mais j'aimerais revenir sur ce dont vous avez parlé juste avant. C'est la relation entre forme, fatigue, performance. Et je vais juste lire un petit passage de votre ouvrage. Que vous ayez été blessé ou que vous n'ayez tout simplement pas pu vous entraîner comme vous le souhaitiez, pour quelque raison que ce soit, ne cherchez pas à rattraper le temps perdu dans les 3 dernières semaines, c'est trop tard et ça ne ferait qu'ajouter de la fatigue au désentraînement. La performance résulte en effet de la combinaison de 2 paramètres, la fatigue et la forme. Quand vous vous entraînez, vous améliorez votre forme, mais vous accumulez dans le même temps de la fatigue. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. C'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer juste avant. Ouais, non, c'est sûr. Donc là, ce qui est écrit dans le livre, c'est sur quand on n'a pas eu la chance de faire une préparation optimale. Effectivement, c'est le risque, c'est de se dire oui, je vais mettre les bouchées doubles. Maintenant, je l'ai pas fait, je vais le faire. Je suis plus blessé ou là, c'est un peu ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire oui, j'ai 3 semaines de vacances que j'avais pas avant parce que c'est comme ça. Mon boulot m'a empêché de prendre des vacances. Donc ok, je me suis pas entraîné au mois de juillet. Si je reste toujours sur l'exemple de l'UTMB, je me suis pas entraîné au mois de juillet. Ben c'est pas grave puisque j'ai le mois d'août pour m'entraîner. Eh ben non, ça marche pas malheureusement, pas du tout. Ça serait pire. Ça serait pire. Il vaudrait mieux essayer de s'entraîner dans les mauvaises conditions en juillet malgré tout, même si on n'est pas en vacances, et puis quand même de se reposer au mois d'août. Donc c'est comme ça. La physiologie le veut et pas que la physiologie. Très clair. Une question qui me vient. Combien de temps ça doit durer la période d'affûtage et est-ce qu'il y a un lien entre, évidemment, hein, j'enfonce les portes ouvertes, mais je pense que c'est le cas. Est-ce qu'il y a un lien entre la durée de l'affûtage et le format de course? Oui, alors l'affûtage, c'est quelque chose qui est pratiqué dans toutes les disciplines. Alors encore une fois, pas dans les disciplines où c'est impossible, comme les sports collectifs, mais en tout cas toutes les disciplines qui sont à objectif précis, comme l'athlétisme, la natation. Donc, y compris quand on est un nageur de 50 mètres ou un coureur de 400 mètres ou etc. Eh ben, il faut pratiquer l'affûtage pour des raisons qui peuvent être différentes et du coup avec effectivement des durées qui peuvent être différentes. Et la réalité, c'est qu'on connaît pas quelle est alors il y a des études un petit peu théoriques avec des modèles justement de fatigue, y compris un collègue ici au laboratoire qui fait ça, mais ça reste des études théoriques. En pratique, on connaît pas vraiment quelle est la meilleure durée de l'affûtage. Et si on la connaît pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est impossible à connaître. Ça dépend tellement des individus, ça dépend, comme j'ai dit, les diminutions quand on arrête de s'entraîner ou quand on diminue l'entraînement, les diminutions vont être très différentes entre mon volume de sang, ma force, mon endurance, ma VO2 max, les capillaires que j'ai, etc. Donc tout ça, c'est vraiment hyper compliqué. En plus, si je suis de niveau différent, plus je suis de niveau élevé, plus ça va diminuer rapidement, etc. Donc
quasiment impossible en tout cas scientifiquement, de calculer la bonne durée de l'affûtage. Et de fait, je pense qu'il y a des pratiques assez diverses entre les coureurs. Maintenant, moi, pour les disciplines courtes, je me sens pas particulièrement légitime pour parler, et un petit peu plus sur l'ultra, donc ou sur le trail long et l'ultra. Donc et en particulier l'ultra, de mon point de vue, l'affûtage il doit durer au minimum 3 semaines. C'est-à-dire que le minimum du minimum, alors après ça dépend ce qu'on fait évidemment c'est un peu ce qu'on vient de dire à l'instant. Si on n'a pas pu s'entraîner ou pas suffisamment, on peut éventuellement réduire un petit peu cette phase d'affûtage. Je pense qu'on peut pas y échapper, c'est impossible, mais on peut éventuellement la réduire. Si on a fait un gros mois de juillet, par exemple, on peut au contraire l'allonger. Si je reste toujours sur le fin août, parce que c'est plus simple, comme ça tout le monde comprend. Mais si on devait donner un chiffre pour un ultra, moi je dirais 3 semaines à peu près. Et donc 3 semaines qui se font avec une diminution. Après, il y a plusieurs écoles. Il y a 2 écoles. Enfin, une diminution un peu linéaire ou une diminution plutôt rapide dès le début, avec éventuellement un petit rebond où on peut refaire éventuellement un tout petit peu de volume, peut-être 10 jours avant la course. Mais là, c'est vraiment des essais-erreurs, des choses que chacun pratique différemment. Mais en tout cas, ce qui est important, mais Ivan en a déjà un petit peu parlé, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je pense la majorité des auditeurs le savent, quand on parle d'entraînement, on parle pas que des heures d'entraînement, on parle aussi de l'intensité d'entraînement. Et donc les deux combinés, le volume et l'intensité, font la charge d'entraînement. Et quand on dit on diminue, on diminue la charge d'entraînement, et on va diminuer surtout, pour pas dire exclusivement, le volume. Et l'intensité, au contraire, doit rester la même, voire même augmenter très légèrement. Alors, il s'agit pas de faire des séances très courtes et de les faire toutes à fond, mais en tout cas, il faut maintenir au minimum l'intensité, voire quand on a un ultra trailer qui n'a pas l'habitude de faire énormément d'intensité, on peut l'augmenter un tout petit peu, notamment en montée, parce qu'il y aura moins de conséquences musculairement, etc. Voilà, c'est surtout là-dessus qu'il faut jouer. Donc il faut aussi plutôt raccourcir en ce qui est conseillé, mais là c'est pareil, c'est pas basé sur vraiment des données très très scientifiques, mais je crois que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Quand on dit on diminue le volume, on diminue plutôt la durée des séances que le nombre de séances. Et ça peut aussi servir à pallier un petit peu du stress, de la détresse des coureurs qui sont tellement addicts au sport qu'ils peuvent pas s'empêcher d'aller courir. C'est qu'au moins ils vont mettre des baskets, ils vont sortir, ils vont transpirer un petit peu, et puis voilà. Par contre, il faudra rentrer plus tôt que d'habitude. Donc on diminue la durée des séances plutôt que leur nombre. Ok. Est-ce qu'on a des ordres de grandeur de cette diminution, de manière générale, qu'on peut appliquer un peu à tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à chaque athlète? Alors c'est pareil, il y a des choses qui sont proposées, mais quand on dit diminution, il s'agit effectivement pas de diminuer de 10% son entraînement. Quand on dit diminution, c'est une vraie diminution, et si on veut donner un chiffre, c'est 50% minimum. Donc c'est plutôt, les chiffres qu'on a dans la littérature, c'est une diminution de 40 à 60% de sa charge d'entraînement. Donc c'est vraiment significatif. Ça c'est sûr que ça veut dire que si on a l'habitude de s'entraîner 10 heures par semaine, on va tomber à 4. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est beaucoup, effectivement. Et d'où effectivement les stress que ça peut entraîner chez certains coureurs. Toi, Ivan, de ton côté, est-ce que tu peux nous donner ton retour d'expérience sur l'affûtage du Lavaredo? Ouais, disons que moi j'avais effectué, donc on va dire ce gros bloc. En raison à cause de travail, je l'avais fait, on va dire, une semaine plus tôt. Donc, on va dire que c'était à 5-6 semaines. Et puis derrière, j'ai refait un tout mini bloc, si on peut dire comme ça. C'était juste 2 jours, sortie, on va dire la dernière sortie longue de trail plus sortie longue vélo. Et c'est une des questions. C'était quand ça? Combien de temps avant le trail? Là, la dernière. Ouais. La dernière, c'était, je vais vous dire tout de suite, c'était à, je pense, 3 semaines. D'accord. Pas de souci là. Très bien. Voilà, c'était 3 semaines, même 3 semaines et demie. Ouais, 3 semaines. 3 semaines.
Et derrière, je pense que j'avais fait peut-être encore une séance avec un petit peu plus d'intensité, on va dire avec les passages en endurance active et notamment en côte, puisque j'ai essayé d'éviter surtout les descentes, d'endommager les fibres musculaires. Et puis derrière, bah, c'était plus des sorties un petit peu, enfin des sorties courtes avec, on va dire juste quelques rafraîchissements, mais disons que j'ai essayé d'autant plus de dormir avec le travail que je fais. Donc j'ai essayé d'emmagasiner le plus de sommeil possible et puis de me reposer. Et puis bah, je pense que finalement. La problématique du sommeil, c'est encore particulier, mais c'est effectivement, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est bien que vous en parliez. Peut-être on pourrait y revenir après, mais je me méfie toujours de quand les coureurs d'ultra ils disent des séances courtes. Ça veut dire quoi des séances courtes? Bah disons que ça dépassait 25 km et 1000 mètres de dénivelé. Non, ça dépassait pas 1 heure. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, c'est ça. Ok, on peut effectivement parler de séance courte parce que pour certains, Ouais. 1 heure et demie, c'est une séance courte. Donc il faut mieux que ce soit. C'est même plutôt pour moi 45 minutes que 1 heure. C'est ça une séance. Ouais. Bah, je pense que c'est la première fois, même, enfin, on va dire même quand j'avais les distances plus courtes que la Varedo. Et bah, si je me rappelle bien, à une semaine, 10 jours, j'avais fait quand même une sortie de 1 heure et demie, 2 heures. Alors que là, bah, 10 jours avant la Varedo, j'ai même pas fait 1 heure de sortie. Ah, tu as Après, une raison. par exemple, si on fait 1 heure et demie en vélo ou en descente, c'est évidemment pas la même chose. Donc, ça veut pas dire que si on fait 1 heure et demie de vélo 10 jours avant, c'est la fin des haricots. Non, bien sûr. C'est même limite, pourquoi pas. Mais parce que du coup, l'affûtage là que vous nous avez décrit, pour le coup, c'est un vrai bon affûtage, même plutôt du côté affûtage bien marqué. Donc, je comprends que vous aviez trouvé le temps un petit peu long. Ce qui est a priori ça vous a réussi puisque vous avez fait une bonne course, mais là on est quand même plutôt déjà dans les vrais bons affûtages qu'on devrait faire, mais presque peut-être un peu trop si j'ai bien compris le programme d'entraînement, mais peut-être que vous avez besoin de ça parce que vous aviez fait, ça dépend encore une fois comme je disais tout à l'heure, ça dépend aussi de ce que vous aviez fait avant en début de saison, etc. Voilà. Donc après, comme je disais, il n'y a pas de recette. Ou plutôt, il y a que des recettes. Chacun fait sa propre recette. Et du coup, c'était assez intéressant aussi de discuter avec Patrick Bringer parce qu'il avait lui une approche un peu spécifique et qui a priori a bien marché. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça a marché pour un coureur, en l'occurrence Thibaut Garivier pour la CCC en 2021, qui a gagné, je vous rappelle, avec 25 minutes d'avance. Que ça veut dire que ça marcherait pour tous les autres et que c'est la solution et que sa solution c'est la meilleure du monde. Mais en tout cas, ça peut être une solution et je vais vous en parler. Donc on la retrouvera en détail donc l'interview sur ce sujet comme sur d'autres de Patrick dans le livre. Mais donc lui en fait il part sur 2 phases de 3 semaines en approche de la compétition. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par, alors que je me trompe pas, je ne veux pas travestir ses propos. En fait, il a 3 semaines où il va, donc il commence par un petit bloc d'entraînement. Alors, petit bloc, c'est une espèce de mini week-end shock, si on veut. Et après, derrière, il y a 10 jours de repos presque complet. D'accord? Oui. Et donc, quand par exemple sur on est à combien de l'objectif là? On est à combien de temps avant l'objectif? On est alors attends, je peux pas dire de bêtises parce que du coup je suis en train de relire, j'ai plus en tête ce qu'on a. En gros, lui c'est son vrai affûtage, il le termine 10 jours avant la course. Donc là, par exemple, les 10 jours, donc c'est à J-10, de J-10 à J-20. Il termine, il fait presque rien. Donc il dit 5 jours de repos complet, par exemple, et 5 jours de bricolage, il appelle ça. D'accord. Et par contre, derrière, la différence avec un affûtage plus classique, c'est que derrière, il fait ce qu'il appelle une remise en sensation.
Donc je lis ce qu'il m'a dit. Donc on revient à un entraînement pas tout à fait normal, mais de nouveau quotidien, avec un rappel d'endurance de force, de proprioception à base de petites rando courses d'1h30 maximum et des petits rappels d'allure très légers. Donc quand même beaucoup plus que ce qui est conseillé habituellement. Donc voilà, c'est deux phases de 3 semaines où il y a déjà une période de repos, un petit bloc, de nouveau du repos, mais par contre derrière du réentraînement plus que ce qu'on pourrait faire habituellement, enfin que ce qu'on a l'habitude de faire ou ce que j'ai conseillé. Donc c'est voilà, on affûte, on refait un petit bloc, on réaffûte et on réentraîne derrière un peu avant la course. Bon, c'est encore une fois, ça a réussi une fois, peut-être avec d'autres coureurs. Mais bon, j'espère que j'ai pas travesti ses propos mais je crois pas. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Donc ça, une approche un peu différente sur 6 semaines plutôt que des 3 classiques. Quoi. Donc là, c'est un peu plus évidemment plus qu'un affûtage. C'est pas un vrai affûtage sur 6 semaines puisqu'il y a des périodes quand même d'entraînement, y compris avec un mini bloc au milieu. Mais c'est ça l'idée. Ivan? Ouais, justement, je voulais rebondir. Enfin, c'était une des questions que j'avais. Peut-être que vous avez la réponse ou pas. Justement, cette différence, si on peut dire, entre les. Enfin, je regarde évidemment, je pense comme tous les coureurs, un petit peu ce qu'ils font les élites, les coureurs élites. Enfin, en tout cas, ceux qui font le podium. Et puis pour savoir, enfin, est-ce que justement, puisque eux, enfin, vu le volume et la façon dont ils s'entraînent, ils ont quand même un affûtage différent par rapport à la plupart des, on va dire, enfin, les coureurs comme moi, enfin, les coureurs même qui courent mieux que moi, on va dire le peloton et tout. Est-ce que leur affûtage va être quand même bien différent et encore plus personnalisé? Parce que, enfin, je sais que, il y a quand même je vois des fois, les certaines élites qui, à 5 jours ou 4 jours avant la compétition, ils sont quand même capables de faire, des mini-séances de côte et tout, 8 fois 30-30 et tout ça, alors que dans 4 jours, ils vont faire un 160 km. Ouais. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Enfin, pour ma réponse, en tout cas. Je ne sais pas, ce que font les coureurs élites précisément, et je pense qu'il y a encore une fois pas autant d'entraînement et d'affûtage que de coureurs élites. Tout le monde ne fait pas la même chose. 2, quand on est élite, effectivement, si on s'entraîne trop longtemps, on va perdre plus que les autres. Donc peut-être qu'on est un peu contraint de réduire un peu, mais je parle un peu sur la base de données physiologiques. Je suis même pas sûr qu'elles soient tellement applicables au terrain, mais peut-être qu'on peut quand même se poser la question, puisqu'on parle des élites. 3, dans ce que vous décrivez là, 5 jours avant, ils font une séance de 10 fois 30-30 en côte. C'est pas une séance, c'est en côte, c'est du 30-30. Ok, c'est de l'intensité, c'est de l'intervalle, mais ça reste une séance pour eux. 10 fois 30-30, c'est une petite séance. Donc on est bien dans c'est moins que la moitié de ce qu'ils font habituellement. Donc on est bien dans une réduction quand même de charge très importante. Donc vous m'auriez dit, j'en ai vu qui ont fait une séance de descente une semaine avant. Je me dirais bon quand même. Et puis après, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas parce que ce sont des athlètes de haut niveau qu'ils ont raison. C'est-à-dire que si ça se trouve, ils pourraient avoir des encore meilleurs résultats en s'entraînant mieux. C'est pas parce qu'on gagne UTMB qu'on a tout fait parfaitement. C'est UTMB ou n'importe quelle autre course d'ailleurs. C'est peut-être qu'on est juste beaucoup plus doué que les autres et qu'on s'entraîne pas de façon idéale. Bon, il y a des chances quand même que pour gagner UTMB, il faut pas faire non plus, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais on peut gagner des courses sans s'entraîner de façon idéale. Donc voilà, il faut pas copier non plus ce que font les athlètes élites. Ça c'est vraiment la plus mauvaise des idées à avoir, c'est de copier ce que font les athlètes élites pour toutes ces raisons. Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, Guillaume, c'est l'aspect psychologique aussi, l'envie d'en découdre. Je pense que ça a été un peu ton cas, Ivan, sur Lavaredo. Quand t'es arrivé au départ, je pense que t'avais vraiment le mort aux dents. C'est le cas? Disons que oui, et en même temps, je savais que ça allait être super long. Donc, disons que, c'était une autre sensation dans le sens que
Encore si c'était un trail court, bah, je pense que j'aurais été à 120%. Sauf que là, bah, j'ai essayé justement de maîtriser cette faim qui s'est accumulée pendant, on va dire, cette période d'affûtage, en me disant, t'as trop envie de courir, t'as trop envie de faire, enfin, tu te prépares depuis des mois, enfin, tu prépares à se laver d'eau, mais garde toujours en tête que bah, il faut pas que tu exploses au 40e, 50e, 60e kilomètre. Voilà, en tout cas, malgré, on va dire, cette adrénaline bah, qui était présente. Alors ça, c'est un point effectivement important dont je n'ai pas parlé dans le livre. Maintenant, je regrette un peu. C'est effectivement de se dire si on fait tout bien et qu'on a, du coup, on est au top de sa forme au début de la course et qu'en plus on a cette envie d'en découdre parce qu'on a aussi cet tapering, cet affûtage psychologique. Effectivement, le risque du coup, c'est d'avoir un mauvais pacing et de partir trop vite. Donc tout ça s'entend. En gardant en tête que bien sûr, c'est pas parce qu'on est plus en forme qu'il faut partir plus vite. Il faut juste partir comme d'habitude, sauf qu'on va diminuer moins sa vitesse pendant la course et du coup, on va faire une meilleure performance. Mais c'est sûr que si on gâche tout parce qu'on sent mieux et qu'on part plus vite, parce qu'on a des meilleures sensations, là, c'est pas la peine de faire tout ça, hein, parce qu'au final, le résultat, peut-être, il sera pire que si on n'avait pas fait d'affûtage du tout. Donc, c'est important, effectivement, d'en parler. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de pas partir trop vite? Bon, bah, ça, c'est une autre partie du livre, hein, sur le pacing. C'est s'écouter, respirer, c'est même partir avec un cardio-fréquence-mètre sur les premières heures pour pas dépasser un certain nombre d'heures. C'est se surveiller quand il y a du public, pas jouer les kékés parce qu'on veut accélérer parce qu'il y a du monde et sur certaines courses il y a du monde quand même assez souvent. C'est ne pas accepter de se faire doubler dans les descentes parce qu'il y en a toujours qui vont comme des fous sur les premières descentes et particulièrement en descente il faut vraiment se modérer. Donc voilà, il y a quand même des conseils qu'on peut donner pour voilà, donc encore une fois, ce que vous dites là, c'est effectivement fondamental. Il faut faire l'affûtage, mais derrière, il faut pas en profiter pour partir plus vite, sinon c'est peine perdue. Ça n'a pas de sens. J'ai entendu récemment dans un podcast, je crois que c'était un des podcasts d'Hugo, il disait si un athlète arrive avant une course et qu'il se dit je me suis pas assez entraîné, c'est bon signe. Il vaut mieux se dire je me suis pas assez entraîné que d'arriver sur la ligne de départ d'un ultra et de se dire j'ai tout fait comme il faut et là on limite on risque plus d'être en gros il vaut mieux être un peu sous-entraîné et avant un départ que d'être légèrement surentraîné. Non, je pense qu'il faut être bien entraîné, mais avoir fait l'affûtage. Non, là, on peut pas dire qu'être sous-entraîné, c'est bien, quitte à choisir, oui. Si c'est entre le surentraîné et sous-entraîné, oui, il vaut mieux être sous-entraîné, effectivement. Mais l'idéal, c'est d'être parfaitement entraîné et d'avoir, c'est un truisme, hein, mais d'avoir quand même cet affûtage. Donc, non, c'est une partie clé. Et quand on parle d'affûtage, il faut aller jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut éliminer la fatigue, ça veut dire aussi qu'il faut tout faire pour éliminer la fatigue, y compris, donc, vous avez parlé du sommeil, donc ça veut dire être en dette de sommeil la plus faible possible et si possible une dette de sommeil de 0. Et on est tous en dette de sommeil, ça veut dire qu'il faut dormir beaucoup plus que d'habitude. C'est pas juste je vais essayer de pas dormir moins que d'habitude. C'est le contraire. Il faut essayer de stocker du sommeil. Donc là, il y a quelques études, y compris des choses qu'on a fait nous. Alors pas sur le trail, mais mais qui s'appliquent très bien, qui montrent que ce soit au niveau du cerveau et même au niveau de la performance motrice, physique, le fait d'accumuler du sommeil la semaine avant une nuit de privation de sommeil, et en UTMB pour certains c'est même 2 nuits, et c'est des trails en général, hein, pas que l'UTMB, il n'y a pas que l'UTMB dans la vie. Bien quand on accumule du sommeil, ce qu'on appelle en anglais le sleep banking, donc on met du sommeil à la banque, eh bien on est plus apte à résister à la privation de sommeil. Ça a été montré, ce qui n'était pas forcément évident. Donc y compris, je répète, sur la performance physique. Donc ça veut dire quoi, accumuler du sommeil? Ça veut dire oublier les réseaux sociaux, oublier la télé, oublier évidemment les soirées avec les amis dans les 10 jours qui précèdent la course. Donc il faut avoir une vie un petit peu, autant je suis pas pour dire il faut avoir une vie monacale, etc. Autant à certains moments il faut. Après il faut aussi savoir ce qu'on veut, quoi. Il faut savoir autant c'est une erreur de le faire ça toute l'année, autant quand on est
avant la course, avoir un objectif, et on peut se le permettre si on n'a que quelques objectifs dans l'année. Ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir sur le nombre de courses, mais finalement c'est lié à l'affûtage, parce que si on dit qu'on a besoin de tout ce temps-là pour faire un bon affûtage, on comprend bien qu'on peut pas faire un trail tous les mois, puisque s'il y a déjà besoin de 3 semaines d'affûtage, forcément une semaine de récupération, on s'entraîne jamais, quoi. Donc ça veut dire que c'est quand même lié au fait que on a 2 objectifs par an, 2 vrais objectifs, on peut faire 2 vrais affûtages. Donc le sommeil c'est important. Donc il faut dormir plus, à se coucher à 9 heures, même si on n'arrive pas à dormir, si possible refaire encore des siestes si on a la possibilité de le faire, etc. Et puis le deuxième aspect très pratique, c'est moi je vois toujours avec un certain étonnement des coureurs qui sont là, qui piétinent des heures sur les salons avant les courses, et qui se sont reposés, puis finalement pendant 2 jours ils vont piétiner et ils vont se fatiguer plus que s'ils étaient allés s'entraîner. Là il vaut mieux qu'ils aillent s'entraîner, hein, plutôt que de piétiner, rester debout comme ça s'il fait chaud à Chamonix par exemple ou ailleurs, ou au Grand Raid de la Réunion, c'est encore pire. Donc rester à des endroits où il fait trop chaud, piétiner, etc. Donc ça, évidemment, ça fait aussi partie d'une certaine mesure de l'affûtage. Très bien. Très attentif à ça, c'est hyper important. Plus que, encore une fois, tout le monde se dit oui, il faut quand même que je dorme bien. Non, c'est pas suffisant de dire je dors bien, c'est que je dorme plus et beaucoup plus si possible. Bon, très bien. Si je récapitule, donc période d'affûtage, elle est indispensable. Elle dépend aussi beaucoup des athlètes, mais de manière générale, c'est une baisse assez importante de la charge d'entraînement, hein, de 40 à 60%. Et puis c'est multifactoriel, c'est-à-dire que dans cette période d'affûtage, on doit faire attention au sommeil, à son alimentation, etc. Et du coup, avec tous ces outils-là, on peut arriver entre guillemets plus frais, plus dispo sur la ligne de départ. Oui, donc encore une fois, l'affûtage c'est vrai pour toutes les courses, mais je crois que c'est encore plus vrai en ultra. Donc même quand on fait des trails courts, il faut s'affûter. Ça veut pas dire qu'il faut s'affûter pendant 3 semaines, mais quand même il faut s'affûter, et en ultra c'est absolument indispensable. Quelles sont les études récentes là? Alors, vous en avez parlé un petit peu au début de l'épisode, mais les dernières études qui pourraient ou qui ont pu, je pense que vous avez fait beaucoup d'études, vous, notamment dans le cadre de l'UTMB, qui commencent à donner des débuts de pistes sur ces sujets-là et sur lesquels on peut s'appuyer. Ben justement, il y en a pas tellement. C'est bien ça le problème. Il y a 1 ou 2 papiers qui recensent un petit peu ce que font les athlètes, mais je vous dis tout de suite, il y a rien sur les coureurs d'ultra à ma connaissance, et même de trail. Hein, c'est plutôt des athlètes, des pistards, etc. Voire des joueurs de foot, enfin pas des joueurs de foot, mais d'autres sportifs, des nageurs, etc. Et donc rien entre elles, et encore moins en ultra trail. Et sur les études en elles-mêmes, rien non plus. Et donc c'est pour ça quand je disais, c'est un peu chacun ses recettes. Donc on s'appuie sur des données physiologiques, scientifiques, de vitesse de désentraînement, et puis un peu sur ce genre de choses. Et puis après, c'est l'expérience des uns et des autres qui est partagée. Plus ou moins, certains acceptent de partager ce qu'ils font, comme Patrick Bringer par exemple, ou d'autres, et puis d'autres sont un petit peu plus secrets, veulent garder leur recette pour eux, mais il y a très très peu de choses dans ce domaine-là qui vient de la science, ce qui est pas dramatique, hein, on peut faire ça, mais ce serait compliqué quand même, enfin ce serait possible, mais pour faire des vraies études randomisées, etc., surtout si on considère l'ultra, on imagine tout de suite que c'est quand même, ce sont pas des choses qui serait facile à mettre en place. On pourrait imaginer faire une étude, on va faire la même course une fois sans faire le tapering, une fois en faisant. Donc là, la réponse est déjà un peu dans la question. On sait qu'on sera plus performant si on en fait. Donc après, ça veut dire qu'il faut tester plusieurs types de tapering. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois prendre 1 mois où on va changer la charge, que les conditions de course soient les mêmes. Faut, vous voyez que c'est tout de suite compliqué. Si les sujets sont pas comparés eux-mêmes, est-ce que les 2 groupes étaient réellement de même niveau? Enfin, et puis il faut accepter que les sujets ils perdent si on part sur l'ultra, qu'ils perdent une cartouche, c'est-à-dire que le groupe où on va leur dire non, vous allez faire un mauvais tapering ou pas ce qu'on pense pas optimal, il va falloir les convaincre que c'est qu'ils participent à l'étude. Donc il y a beaucoup de freins expérimentaux qui peuvent expliquer pourquoi on a assez peu de données.
J'aimerais insister un petit peu sur ce fait, Guillaume. Je sais que ça vous tient aussi beaucoup à cœur. On entend beaucoup de choses sur les études scientifiques, et vous avez un beau recul, un grand recul sur tout ça. Il faut quand même le repréciser, mais les études scientifiques, quand elles sont faites correctement, et c'est le cas chez vous, c'est hyper compliqué. Vous avez parlé d'études randomisées, etc. Quand on fait des études scientifiques, il faut vraiment rester dans un cadre très précis, et on a un peu tendance à entendre tout et n'importe quoi sur les études qui sont orientées. Alors ça arrive, j'imagine, mais de manière générale, globalement, les études scientifiques, elles sont revérifiées par d'autres collègues de la on va dire de la profession. Voilà, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce sujet-là? Oui, le processus de publication scientifique, c'est effectivement basé sur une validation indépendante, externe, qui vaut ce qu'il vaut. Loin de moi l'idée de dire que c'est quelque chose de parfait, parce que les gens sont pas là pour aller vérifier que les mesures qu'on a faites, elles sont correctes, qu'on a bien pris tout le soin d'avoir des mesures reproductibles, précises, etc. Mais à minima, quand même, on soumet avant de publier nos articles. Même si maintenant il y a encore une autre problématique, c'est certaines revues, et vous en avez sûrement entendu parler pendant le Covid en particulier, sont ce qu'on appelle des revues toxiques, c'est-à-dire que des gens essayent de faire de l'argent sur la science, et en se prétendant revue scientifique, en fait, on peut faire passer n'importe quoi. Il suffit de payer pour ça. Et il y a quand même le label revue scientifique. Donc ça vient mettre encore du bruit dans le signal, mais il n'y avait pas besoin de ça pour qu'il y ait déjà du bruit dans le signal. Mais bon, en tout cas, si en théorie, quand ça se passe bien, on soumet notre article à la revue, et la revue envoie des experts qui sont indépendants et qui vont juger de la qualité du travail, qui peuvent demander éventuellement à faire des mesures complémentaires ou avoir accès aux données. Et de plus en plus, on voit ça, c'est-à-dire qu'il faut que les données soient réellement publiques, mais y compris les données vraiment de base, quoi, les données comment on dit tout en français, je sais plus, mais en tout cas toutes les données uniques de chaque coureur, enfin de chaque athlète ou patient ou quoi. Et voilà, donc ça peut être vérifié, et en général c'est quand même vérifié, plus ou moins en fonction du niveau de la science, de la revue. Donc après, il faut être un petit peu dans le domaine, malheureusement, pour pouvoir faire un petit peu le tri entre ce qui est les choses auxquelles on peut faire confiance et d'autres un peu moins. Tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est dans une revue scientifique que c'est forcément quelque chose qu'il faut prendre comme argent comptant. Il faut dans tous les cas, mais ça c'est valable dans la vie en général, et d'autant plus avec les réseaux sociaux, etc. et tous les podcasts où on invite n'importe qui dit n'importe quoi, n'est-ce pas? Il faut quand même garder son œil critique pour quand on entend et quand on lit des choses, bien sûr. Mais en théorie, les revues scientifiques, ça devrait être des choses, des sources comme la presse, d'ailleurs, où les journalistes sont censés vérifier leurs sources, etc. Donc c'est quand même plus vrai que les choses qu'on va lire par ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder son œil critique. Moi, ce que j'aime bien, et je l'ai dit en début d'épisode avec vous, Guillaume, c'est que vous avez vraiment ce recul, et ça se transparaît beaucoup dans l'ouvrage, et je pense qu'il dans l'ouvrage qui va arriver. Et ça, c'est, comme je l'ai dit une nouvelle fois, c'est une approche scientifique qui me plaît, parce que de mon point de vue, le scientifique doit être conscient qu'il ne détient pas la vérité, et ça, je pense que c'est votre cas. C'est vrai en médecine, mais c'est encore peut-être plus vrai en entraînement. Et il y a beaucoup de choses que l'on apprend du terrain, qu'on apprend des athlètes, qu'on apprend des entraîneurs. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant que j'avais aussi alors c'était déjà le cas dans la première version, j'avais déjà interviewé plusieurs entraîneurs, plusieurs athlètes, etc. Mais voilà, j'ai voulu en interviewer d'autres, etc. parce qu'on apprend énormément. Donc j'ai cité Christophe Mallardet et Patrick Bringer, mais y compris des athlètes aussi. Et voilà, donc c'est moi, je pense que la vérité, elle sort de la confrontation entre ces données un peu objectives, scientifiques, et puis du savoir, qui est du vrai savoir qui vient. Voilà. Très bien. Guillaume, merci beaucoup. Ivan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clôturer la discussion sur le sujet du tapering? Non, je pense que tout était assez clair. Bon. Non. Bon, en tout cas, mis à part le stress de devoir couper, j'ai l'impression que ça s'est bien passé et du coup que vous allez refaire à la prochaine compétition, vous allez refaire un affûtage qui me semblait tout à fait bien. Ce que vous avez dit, ça me semble correspondre à ce que devrait faire tout ultra trailer qui se respecte. Ben,
comme je disais tout à l'heure, moi, voilà, avec un peu de recul, même si je pense que là, même une semaine après, je suis encore un petit peu dans ma tête, enfin, dans les Dolomites. Non, je pense que, enfin, ce que j'ai essayé, même si pendant la course, bah voilà, j'avais traversé plusieurs états différents. En fait, je me disais, même au bout de 80 ou 100 kilomètres, je me disais, mais à quel moment mon corps va commencer, même si, voilà, j'étais fatigué, mais je me disais juste à quel moment mon corps va commencer vraiment à réclamer et à me dire, bah là, tu es vraiment dans le dur et surtout musculairement. Et et bah finalement, je pense que j'ai vécu à aucun moment, enfin pendant la course, vraiment ces moments critiques que j'avais connus bizarrement sur les distances plus courtes. Après, voilà, on peut analyser si j'étais mieux préparé, mieux affûté, enfin bref. Mais pour dire que je me suis dit, alors est-ce que c'est vraiment le fait d'arriver aussi frais, que ce soit physiquement, mentalement, que ça vraiment en fait bah finalement m'a aidé pour repousser cette fatigue et on va dire enfin que j'arrive à un niveau on va dire il me reste encore 10% de batterie quoi. Alors moi je crois que l'affûtage ne doit pas servir à ça, si je peux me permettre. C'est-à-dire que l'idée c'est pas d'arriver plus frais quand on est affûté ou quand on est bien entraîné, d'arriver plus frais que quand on l'est pas. C'est de faire une meilleure performance en étant aussi fatigué. Limite plus, parce que si on a de la fraîcheur mentale, ça veut dire que musculairement, on est capable d'aller plus loin. Et donc il faut bien différencier ce dont on a déjà parlé de je pars trop vite parce que je me sens bien, de je fais une performance, la même performance, mais je finis mieux. Le but d'une compétition, vous avez été athlète de haut niveau, vous savez très bien que le but, c'est de donner le maximum. Bon, peut-être que dans le sport collectif, quand on a 5 buts d'avance, on peut relâcher un peu, mais entre elles, normalement, mis à part Kylian, qui des fois a 2 heures d'avance et peut se permettre de relâcher, ou François Den, mais sinon les autres, on donne tous notre maxi jusqu'au bout. Donc l'idée de l'affûtage, c'est pas d'être mieux à la fin. Je dis pas qu'il faut tous finir à plat ventre, mais en réalité, c'est un peu la logique de la compétition. Non, le meilleur de soi-même. Et donc, s'il restait 10%, c'est que vous avez pas fait de votre mieux. Non, je plaisante, bien sûr, mais en tout cas, je pense que vous avez compris la logique, hein. C'est pas je crois qu'on peut, en s'affûtant et en se préparant bien, on peut arriver plus fatigué que si on se prépare moins bien et qu'on s'affûte pas. Par contre, bien sûr, en ayant fait une bien meilleure performance. Ben, c'est parfait, super. Guillaume, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer? Non, ben voilà, c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin, c'était parfait. On va continuer, si vous voulez bien, quelques petites minutes pour répondre à quelques questions des Patreons, si ça vous dérange pas. Non, et puis, d'ici là, je vous... 10 minutes devant moi, est-ce que ça sera bon? Ça sera impeccable, super. Je vous remercie en tout cas, Guillaume, Ivan, à très bientôt, et merci pour tout. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié le sujet évoqué et la compagnie de Guillaume Millet et d'Ivan Illich, que je remercie pour le temps qu'ils nous ont accordé, et plus particulièrement Guillaume Millet avec son emploi du temps, somme toute assez chargé. Donc si vous souhaitez suivre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Ça aide le LTP à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, faites du taping et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!